On avait parlé de la Grande Dépression la dernière fois, la fameuse grosse crise de 1929 qu'on voit dans Peaky Blinders et qui a fait des ravages sur les marchés financiers. Sauf que ça, c'était il y a 95 ans, et depuis, les marchés ont pas mal évolué. Ils sont devenus beaucoup plus régulés, en partie à cause de cette crise, ou grâce à cette crise, justement pour éviter qu'on ait des situations similaires qui se reproduisent. Mais en même temps, ces marchés financiers ils sont devenus aussi beaucoup plus complexes. On a une tonne de nouveaux produits financiers qui sont apparus, et avec eux, des nouveaux défis. Et la crise de 2008, c'est un très bon exemple de ça. C'est le parfait mélange entre problèmes économiques, surspéculation, et une situation qui mène à la faillite de littéralement 465 banques entre 2008 et 2012 et 6 millions d'Américains qui se sont retrouvés à la rue. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut qu'on s'intéresse à l'environnement dans lequel cette crise a pris ses racines. En général, la crise, c'est simplement le moment où le ballon s'est trop gonflé, explose. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment ce ballon s'est gonflé. Depuis le choc pétrolier de 1973, dont on parlera sûrement un de ces quatre, ça se passe bien pour les États-Unis. Le pays se développe rapidement, c'est la première puissance mondiale. Rocky a hyper bien marché, ils ont gagné la guerre froide, le PIB ne fait que d'augmenter, tout se passe bien. Et ça se ressent sur les marchés financiers. Il y a des petits retracements, mais globalement, ça fait que de monter. Entre 1974 et 2000, le S&P 500, qui est un indice boursier qui traque les 500 plus grosses entreprises américaines, il a fait x24. x24, oui. Et c'est la bulle Internet qui va mettre fin à ce rallye. On va pas rentrer dans le détail du pourquoi et du comment, on se garde ça pour une prochaine fois. Mais ce qui nous intéresse, c'est que pour sortir de cette crise, les États-Unis ont mis en place une politique économique de relance qui a créé un environnement où les liquidités étaient absolument abondantes. Dans les années qui ont suivi, on a vu le marché repartir à la hausse. Mais il y a un marché qui n'a pas été affecté par cette crise et qui n'arrête pas de monter en ligne droite depuis les années 70. Le marché de l'immobilier. Le prix des maisons ne fait que de monter, et pas qu'aux États-Unis, en France également. On a tous ce parent, ce tonton, ce grand-parent qui a acheté sa maison, son appart, son immeuble parfois, à un prix absolument ridicule par rapport à maintenant, même si on prend en compte l'inflation. C'est pas pour rien que d'ailleurs les anciennes générations ne jurent littéralement que par la pierre quand on leur parle d'investissement. Tu leur parles d'action, ils te font un signe de croix et ils vont t'emmener chez un exorciste. Alors que bon, l'immobilier, voilà. Ça fait que dans les années 2000, tout le monde pense que l'immobilier c'est l'investissement le plus sûr qui existe. Il n'y a aucune chance que ce marché s'effondre, il est trop gros, il est trop important, il est trop capitalisé. C'est littéralement loger des gens, tu vois, c'est pas de la spéculation sur des marchés financiers, sur les entreprises, non. Dites-vous que c'était tellement ancré dans les têtes qu'il n'existe même pas de vrais moyens de parier contre ce marché à l'époque. Vous avez sûrement vu le film The Big Short, et quand Michael Burry a voulu shorter, donc parier à la baisse sur le marché de l'immobilier, il a dû aller voir des banques d'investissement pour qu'il ait créé spécifiquement un produit financier pour ça. Donc ils l'ont fait, mais ils le prenaient pour un fou. Vous vous souvenez de la scène, pour ceux qui l'ont vu, où le mec va faire le tour de toutes les banques pour demander ce fameux produit financier, et à chaque fois, il part et genre les banquiers se regardent en rigolant en mode lui c'est un fou, on va se mettre bien grâce à lui. Pour vous dire à quel point il y a cette réputation autour du marché de l'immobilier. Qui oserait shorter un marché qui monte en ligne droite depuis 30 ans? Personne. Et je vous dis ça parce que en fait c'est très important de le comprendre. De comprendre cette vision de l'époque pour comprendre ce qui s'est passé. Mais du coup, comment on passe de ça à quelques années plus tard, un énorme crash de l'immobilier qui se propage à travers toute l'économie? Parce que oui, la crise de 2008, la fameuse crise des subprimes, c'est une crise du marché de l'immobilier. Déjà, il faut comprendre le processus pour acheter une maison. Pour une grosse partie de la population, l'immobilier, c'est le plus gros investissement de leur vie. Et du coup, seulement une trentaine de pourcents de ces achats se fait en cash. Ça veut dire que 2/3 des acheteurs passent par un financement bancaire. Mes parents, quand ils ont acheté leur maison, c'était le plus gros prêt de leur vie. La plupart des gens, c'est ça, c'est leur gros crédit
Ils remboursent en général sur 20, 25. Je m'en souviens, moi, mes parents avaient sorti le champagne et tout quand ils avaient fini de financer la maison. C'est quelque chose de très important dans la vie, et surtout dans la vie des gens de la génération un petit peu avant. Souvent, ce fameux financement de maison, il se fait par le biais de ce qu'on appelle un crédit hypothécaire. Le principe, c'est que la banque va me prêter l'argent pour acheter la maison, et je vais m'engager à rembourser cet argent sur une période de 15, 20, 25, 30 ans. Dans le remboursement de cette somme, il y a deux choses. Il y a le principal, c'est-à-dire si j'emprunte 100 000 $, j'aurai 100 000 $ de principal à rembourser. Et il y a les intérêts. Si j'ai un intérêt de 4% sur 20 ans, je dois rembourser environ 45 000 € d'intérêt, en plus des 100 000 € que j'ai empruntés. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui croient que 4% sur un emprunt à 100 000 €, c'est 4% sur les 100 000 €, donc c'est 4 000 €. Non, c'est 4% par an. Sauf que pour une banque, mettons-nous à la place du banquier 2 minutes, ça fait peur de s'engager sur 20 ans. Même si je peux me permettre de rembourser maintenant, ça ne veut pas dire que je pourrai encore le faire dans 10 ans. Donc elles ont trouvé un moyen de se protéger. La maison que je viens d'acheter, elle est légalement à moi. Elle m'appartient. Mais la banque, elle va garder une hypothèque sur la maison tant qu'elle n'a pas été entièrement remboursée. Si demain j'arrête de payer mes mensualités, la banque elle a légalement le droit de m'expulser et de revendre ma maison pour se rembourser. Avec un peu de chance, ma maison elle a même pris un petit peu de valeur entre temps et la banque elle gagne de l'argent. Mais en règle générale, elle évite d'en arriver là, elle sélectionne soigneusement à qui elle confie son argent. Pour ça, elle va se baser sur plein de critères. L'âge, la situation professionnelle, le taux d'endettement, le type d'emploi. Vous vous doutez bien que je rentre pas dans ces critères. L'entrepreneur crypto de 24 ans qui en fait 18, comment vous dire que va falloir que j'ai un bon acompte. En gros, elle va utiliser tout ce qu'elle peut pour juger si oui ou non il y a un risque que le client à qui elle donne le crédit ne puisse pas rembourser. C'est ce qu'on appelle le scoring bancaire. Et donc, si je coche toutes les cases et que je ne représente pas un grand risque, je suis considéré comme un emprunteur prime. Et il y a de grandes chances qu'elle m'accorde le crédit. Mais si j'ai une mauvaise situation, je ne suis plus un emprunteur prime. Je suis en dessous de prime, je suis subprime. Parce que le risque que je fasse défaut est élevé. Et les chances qu'on me prête sont beaucoup plus faibles. Vous commencez à voir où je veux en venir. Elles auraient pas fait ça quand même. Eh ben si. C'est pas pour rien que ça s'appelle la crise et subprime. Plusieurs réformes faites par le gouvernement ont fait en sorte que même les ménages les plus pauvres puissent avoir accès au crédit pour s'acheter une maison. En même temps, c'est beau d'aider les plus démunis, c'est hyper philanthrope ce qu'elles font. Non, non, c'est loin d'être philanthrope. En fait, toute cette histoire de prêt hypothécaire, ça rapportait un paquet d'argent aux banques. Le problème, c'est que le nombre d'emprunteurs prime, donc qui cochent toutes les cases, il est pas illimité. Et au bout d'un moment, ces fameuses banques se disent « Ok, ça nous fait beaucoup d'argent, mais il n'y a pas non plus 1 milliard d'emprunteurs prime sur Terre. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver d'autres gens à qui on pourrait prêter de l'argent ?» Et vu que le secteur bancaire et financier pèse très lourd dans l'économie, il a un pouvoir de lobbying extrêmement puissant qui permet d'influencer les décisions du gouvernement. Et c'est comme ça que les banques ont commencé à prendre un petit peu plus de risques et à prêter, même si toutes les conditions n'étaient pas remplies. De toute façon, le marché de l'immobilier, c'est bon, il n'a pas baissé depuis 30 ans, il va continuer de monter. Donc si ces emprunteurs subprime qui cochent pas toutes les cases, ok, ils remboursent pas, c'est pas grave. On les expulse, la maison elle nous appartient parce qu'on a une hypothèque dessus, et on revend la maison, et la maison elle coûtera plus cher. C'est aussi dans les années 2000 que ce qu'on appelle les prêts interest only ont commencé à être beaucoup utilisés. Après interest only, ou intérêt seulement en français, c'est un type de prêt immobilier qui permet de ne rembourser que les intérêts du prêt pendant les premières années, et seulement après de vraiment commencer à rembourser le principal. Donc imaginons que j'ai un crédit qui me coûte 800 $ tous les mois. Le but c'est de ne pas rembourser directement ces 800 $ tous les mois. Le but c'est de rembourser seulement la partie des intérêts. Donc à peu près 300 $ par exemple au début. Cette formule elle rend les mensualités initiales très attractives vu qu'elles sont bien plus faibles que celles d'un prêt traditionnel où on rembourse à la fois le capital et les intérêts. Et donc on arrive vers les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, on leur dit non mais vous inquiétez pas, on vous fait un crédit immobilier mais on vous le met en interest only. Comme ça pendant les premières années vous avez juste à rembourser les intérêts, vous n'avez pas remboursé 800, vous avez remboursé 300, tout le monde peut rembourser 300. Vous pouvez rembourser 3 ans, vous pouvez avoir une maison après. Et au bout d'un moment ces gens ils se rendent compte que au bout de 2-3 ans, 5 ans peut-être, ils doivent rembourser plus 300 mais 800. Mais la banque elle s'en fout, c'est plus son problème parce que s'ils peuvent plus payer, on a une hypothèque sur la maison et on la récupère et on peut la vendre plus cher. C'est un peu moins philanthrope tout d'un coup. Sauf que si on réfléchit bien à cette histoire, ça fait simplement repousser le moment où il faut payer les fameux 800. Le principe, il était simple.
c'était que le prix des maisons montait tellement vite que si tu étais propriétaire, tu pouvais refaire un prêt qui était basé sur la nouvelle valeur de ta maison. Par exemple, imaginons que j'ai acheté ma maison pour 200 000 euros. Quelques années plus tard, le marché de l'immobilier, il monte depuis 30 ans, donc il a encore monté. Ma maison, elle vaut plus de 200 000, elle vaut 300 000. Du coup, je peux très bien aller vers ma banque et lui dire « Oh les mecs, ma maison, elle vaut plus de 200 000, elle vaut beaucoup plus cher maintenant. J'ai envie de refaire un prêt. » La banque, elle me dit « Ok, pas de souci. » Elle te permet d'emprunter en interest only une plus grande somme, par exemple 250 000. Et moi, je peux récupérer la différence en cash, parfois 50 000 $ ou plus, et je peux utiliser cet argent pour un tas de trucs. Rénover ma maison, acheter une voiture, investir dans d'autres projets, acheter une autre maison. Tant que les prix des maisons faisaient que de monter, on pouvait répéter ce processus encore et encore et encore, chaque fois avec un montant qui était plus élevé et donc avec plus d'argent à retirer. Le truc, c'est que à chaque nouveau cycle de refinancement, comme j'empruntais plus d'argent, les intérêts à payer, ils augmentaient aussi. Logique. Et comme j'avais pas remboursé le capital du prêt, la dette, elle restait quasiment intacte. Ça fait qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient tellement endettés que s'ils devaient payer l'entièreté des mensualités, et pas juste les intérêts, ils en étaient absolument incapables. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de le faire, vu qu'il fallait juste attendre que sa maison prenne de la valeur et qu'on puisse refaire un prêt ensuite. Parce que sa maison a repris de la valeur. C'était un cercle sans fin. Sauf que tout ça, ça marchait seulement pour une seule raison. Parce que les prix des maisons ne faisaient que de monter. Pourquoi je pourrais avoir un nouveau crédit? Parce que je peux arriver vers la banque et dire, les gars, ma maison elle vaut 300 000, 350. Vous inquiétez pas, on fait une hypothèque, elle est à vous si jamais je peux pas payer. Donnez-moi l'argent. Sauf que pour refinancer, il faut que le prix de la maison, elle continue d'augmenter. Si le marché de l'immobilier stagne ou il baisse, on a un gros problème. C'est que les gens ne peuvent plus refinancer, ils ne peuvent plus refaire de nouveaux crédits. Ils doivent cette fois vraiment commencer à rembourser leur crédit. Sauf qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Donc soit ils sont obligés de revendre leur maison rapidement pour rembourser au moins en partie la banque, soit ils se font expulser et la banque vend la maison. Dans les deux cas, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une tonne de nouveaux vendeurs sur le marché, de nouvelles personnes qui mettent à disposition des maisons à vendre. Et je vais pas vous faire un dessin, mais plus de vendeurs que d'acheteurs, ça veut dire des prix qui baissent. Et ça veut aussi dire que les banques revendent les maisons à perte, ce qui amplifie encore la baisse du marché. Ce qui a déclenché ça, c'est que il n'y avait plus assez d'acheteurs sur le marché. Oui, l'accès au financement était très simple, sauf que à partir de 2004, les taux d'intérêt ont graduellement été augmentés par la Fed pour venir atteindre 5,25% en 2006. C'est beaucoup. On ajoute à ça qu'au bout d'un moment, les maisons étaient tellement chères que même le paiement des intérêts devenait trop compliqué. Il faut se rendre compte qu'une maison pouvait doubler de valeur en quelques années. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas augmenté. C'est les salaires. Donc il y avait de moins en moins d'acheteurs pour de plus en plus de vendeurs. Ce qui a d'ailleurs fait stagner le marché, mais souvenez-vous, le marché, on veut pas juste qu'il ne descende pas, on veut qu'il ne s'arrête pas d'augmenter. Donc s'il stagne, ça mène à une explosion des ventes à cause de ce fameux mécanisme de refinancement. Après tout ça, n'importe qui avait 2 neurones fonctionnels se rendait très vite compte que cette situation, elle n'était pas soutenable et que ça allait finir en crise de l'immobilier aux États-Unis. Mais cette crise, elle n'a pas juste touché l'immobilier aux États-Unis. Elle a touché tout le monde. Donc comment on passe de Bernard qui a joué l'apprenti spéculateur avec sa maison et qui a fait plein de crédits sur crédit et qui au bout d'un moment s'est retrouvé à oh bizarre, ma maison elle ne fait pas que d'augmenter, ça va être un petit peu compliqué de rembourser l'argent, à une crise financière. Et bien généralement, on passe toujours par la même entité. Exactement pareil qu'en 1929, Wall Street. Pour les banques, tout allait bien. Le nombre de clients et de crédits l'avait explosé, vu que maintenant, même les crédits subprime étaient autorisés. Donc les mecs, ils étaient ravis de cette situation. Mais il y avait un petit problème quand même. Une banque ne peut pas prêter autant d'argent qu'elle le veut. Elle est limitée par ses fonds propres. Elle doit toujours maintenir un ratio entre l'argent qu'elle a vraiment dans ses comptes, en gros, et l'argent qu'elle a investi. Ça veut dire qu'elle est limitée dans le nombre de crédits qu'elle peut donner et dans l'argent qu'elle peut se faire. En plus, la demande pour des crédits elle était tellement forte qu'elle ne pouvait pas absorber tout ça elle-même. Rien qu'en 2006, dites-vous que les crédits subprime représentaient 48% de tous les crédits accordés aux États-Unis. Et on rappelle que ces crédits ont de grandes chances de ne jamais être remboursés.
Là, normalement, vous commencez à voir les petits problèmes qui arrivent. Tu sais, c'est la voiture qui penche un peu sur la droite et tu te dis, oh, c'est pas normal ça. Les banques commerciales, elles ont du coup, pour contrer ça, voulu trouver un moyen de gagner plus. Mais en se débarrassant de ces crédits un peu risqués, là, c'est un peu chiant quand même. Et elles se sont rendues compte d'un truc. Quand une banque accorde un crédit, elle passe par un contrat. Ce contrat, il dicte les termes du remboursement. Ça veut dire qu'on sait exactement quand la somme sera entièrement remboursée. Autrement dit, ce contrat, il a une valeur. Celui qui le possède, il sait qu'à telle date, il va recevoir un virement de temps et temps. Et s'il a de la valeur, ça veut dire qu'on peut le vendre. Et c'est comme ça que ces fameuses banques commerciales, elles ont commencé à vendre leurs prêts hypothécaires à des banques d'investissement. Si un prêt sur 20 ans de 100 000 $ avec 45 000 $ d'intérêt est fait, la banque, elle sait qu'elle va recevoir 145 000 dans 20 ans. Ou alors, parce que c'est un peu relou d'attendre 20 ans pour avoir 45 000 $, elle peut faire un prêt. Elle peut contracter ce prêt avec le client et quelques jours plus tard, elle prend le contrat et elle le revend pour un prix un petit peu en dessous, pour 115 000, à des gens qui sont à l'aise avec le fait de dire « Ok, moi j'ai pas de problème avec te racheter 115 000 maintenant, ce qui vaudra 145 000 dans 20 ans. » Et en gros, moi j'endosse la responsabilité de tout ça. Et donc en l'espace de quelques jours, la fameuse banque, elle se fait 15 000 € de gains qu'elle peut directement réinvestir. Et cerise sur le gâteau, que le client rembourse ou pas, n'a rien à foutre, c'est plus son problème. Elle a vendu le contrat. Mais tout ça, ça crée un petit conflit financier. C'est à la banque de vérifier que l'emprunteur est un minimum capable de rembourser. Mettons qu'elle fait de l'argent, peu importe à qui elle prête. Donc c'est pas étonnant de voir que les conditions d'accès au crédit étaient très très souples. Il y a même des rumeurs qui disent que certaines personnes arrivaient à prendre des crédits au nom de leur chien. Mais, ok, les banques d'investissement là qui rachetaient les crédits 115 000 au lieu de 45 000, elles étaient capables d'attendre 20 ans. Elles en faisaient quoi de ce paquet de crédits un peu pourri là? Parce que c'est... Pourquoi elles le voudraient ce truc? Eh ben elles en ont fait ce qu'elles font de mieux. Elles ont créé des produits financiers pour les vendre au monde entier. En fait, elles gardaient pas tous les crédits hypothécaires qu'elles achetaient. Elles attendaient pas 20 ans. Elles voulaient pas se retrouver avec tout ça sur les bras. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont titrisé ces crédits. L'idée de ça, c'est de regrouper tous ces prêts hypothécaires dans un gros paquet et de le transformer en produits financiers qu'on peut vendre à des investisseurs. Ça leur permet de se débarrasser du risque en gagnant de l'argent. L'un des produits phares de cette fameuse titrisation, c'est ce qu'on appelle des titres adossés à des créances hypothécaires, qu'on appelait des MBS, ok? C'est quoi ces fameux MBS? Comment ça marche? En fait, les banques, elles prenaient tous ces crédits immobiliers et elles en faisaient un gros paquet. Ensuite, elles divisaient ce paquet en tranches. D'accord? Chaque tranche avait un niveau de risque différent. Les tranches les plus sûres, on les appelait les tranches seniors. Elles avaient la note AAA, triple A, ok? Ça veut dire que c'était du béton, ces prêts. Il y avait très peu de risques, ok? On avait les crédits de gens qui étaient en très bonne situation financière, on avait vraiment des crédits où on sait que ça va être remboursé, on sait qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle les tranches mezzanines, qui étaient un peu plus risquées, qui étaient juste notées A ou triple B, il y avait les deux. Et elles avaient des rendements plus élevés pour compenser le risque. On prend un peu plus de risques, mais bon, normalement, la plupart du temps, c'est remboursé. Par contre, les rendements sont un peu plus élevés. Et tout en dessous, on avait les tranches juniors, qui étaient les tranches les plus risquées, qui n'avaient parfois même pas de notes. Ces fameuses tranches juniors, elles offraient des rendements les plus élevés, évidemment, mais si quelque chose tournait mal, c'était les premiers à prendre la perte. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est que, imaginez, je vais faire un parallèle avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies les plus capitalisées, c'est Bitcoin et Ethereum, ok. Moi, j'ai une crypto-monnaie pourrie, là. Je sais que mon truc, il va aller à zéro dans quelques temps. C'est une toute petite crypto. Mais c'est moi qui l'ai créée, je suis un peu véreux, j'ai envie de la vendre. Soit je dis à tout le monde, les gars, achetez ma crypto-monnaie. Achetez-la, ça va monter et tout. Sauf que les gens, ils vont dire, ouais, mais en fait, ton truc, il y a un gros risque, j'ai pas envie d'acheter ta merde. Soit je dis, ok, je vous ai fait un paquet, j'ai mis Bitcoin, Ethereum et ma crypto-monnaie dedans. Achetez mon paquet d'investissement. Achetez mon titre. Et là, les gens, ils se disent, ah ouais, ok, bon, il y a du Bitcoin, il y a de l'Ethereum. Ok, je diminue mon risque. Bah, allez-y, j'achète. Et moi, ça me permettait d'écouler mes cryptos de merde en les proposant dans un titre financier plus grand avec des trucs un peu plus risqués. Un peu moins risqués, pardon. Donc ça, c'était les fameuses
MBS, d'accord? Il y avait 3 catégories, High Quality, Mezzanine et Subprime, donc Junior, et on faisait des paquets pour lisser le risque. Sauf que quand les fameux prêts subprime ont commencé à faire défaut, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait quoi dans les tranches risquées de ces fameux prêts? Il y avait ces fameux prêts subprime. Donc les tranches risquées, elles ont rapidement dégringolé, sauf que avec les MBS, la structure, elle était assez simple. Plus tu étais en bas de la chaîne, plus tu prenais des risques. Ok. Là où ça se complique un peu, c'est avec l'arrivée des CDO. D'accord? Vous n'avez pas besoin de retenir CDO, MBS et tout. C'est juste des nouveaux titres financiers. Les CDO, c'était encore plus tordu, parce que eux, ils regroupaient des prêts hypothécaires classiques, mais aussi des tranches d'autres MBS. Les MBS, c'est, vous savez, le truc qui avait les 3 catégories de base là. Donc, on crée un nouveau produit financier dans lequel on avait déjà des tranches risquées qui venaient d'autres produits qui étaient déjà risqués. Ok? On prenait le MBS et on foutait le MBS dans un nouveau titre financier qu'on appelait le CDO. C'est comme si mon paquet de Bitcoin, Ethereum et ma crypto, je le foutais dans un nouveau paquet avec, je sais pas moi, du S&P. Et du coup, je disais, il y a S&P 500 plus mon paquet, dont ma crypto de merde. Et donc ma crypto de merde, elle passe encore plus inaperçue. Et là, le truc, c'est que même les tranches risquées de ces fameux CDO, elles avaient parfois des notes AAA de la part des agences de notation. Et donc ça donnait une illusion de sécurité, alors qu'en réalité, c'était un produit financier complexe qui lui-même était basé sur des produits financiers risqués. La stratégie des banques d'investissement, c'était vraiment d'acheter tous les crédits et de les arranger de telle sorte que ça donne une illusion de sécurité. Sous prétexte qu'un produit était composé de milliers de crédits pourris de gens partout aux USA, c'était considéré comme diversifié et du coup comme sûr. Si j'en ai 1 million des produits pourris, les gens, paradoxalement, vont se dire « Ok, c'est peut-être un peu plus safe ». Ouais, c'est tordu, hein, je sais. Je vous l'avais dit. Mais du coup, pourquoi ces fameuses agences de notation, dont c'est littéralement le métier d'évaluer les risques, elles ont rien vu et elles ont continué à donner les meilleures notations à ces produits? En fait, elles l'ont vu. Sauf que les agences de notation, qui sont censées évaluer le risque de façon indépendante, devinez quoi? Il y avait un petit billet des banques qui créaient ces produits financiers qui leur disaient les mecs, on va faire beaucoup d'argent si jamais vous mettez AAA à mon pack de crypto de merde là. Donc mettez leur AAA, et moi je vous donne un petit billet, et on s'arrange. Ok, faisons comme ça. Donc on avait des agences de notation qui étaient corrompues par l'argent des banques d'investissement. Mais ça s'arrête pas là. On a parlé des CDO, mais les CDO c'était que le début. Ensuite il y a eu les CDS. Donc je vous fais un petit récap quand même. On a eu les MBS, qui était le produit de base, qui est mon pack de crypto, normalement, enfin, si vous avez suivi. On a eu les CDO, où je prends mon pack et je le fous dans un truc avec un S&P 500, ok. Et maintenant, on a les CDS. Les CDS, c'est Credit Default Swap. En gros, les CDS, c'est une assurance que tu prends sur un prêt, d'accord? Si tu as peur que quelqu'un ne rembourse pas son prêt hypothécaire, tu achètes un CDS, tu achètes une assurance. Si ce prêt fait défaut, celui qui t'a vendu le CDS te paie les pertes. Ok, bon. C'est bien, ça met un petit niveau de sécurité, non? C'est simple en apparence, sauf que les banques, elles ont vu un gros potentiel pour faire encore plus d'argent. En fait, elles vendaient pas les CDS aux gens qui détenaient des prêts, non. Elles ont commencé à les vendre à des investisseurs extérieurs qui voulaient parier sur le fait que les prêts allaient s'effondrer. Donc tu pouvais acheter un CDS, une assurance, sur un prêt que tu ne possédais même pas, juste pour parier qu'il allait faire défaut, et que du coup, t'allais avoir l'argent de l'assurance. C'est littéralement comme si tu vois ton voisin conduire n'importe comment, et tu prends une assurance sur sa voiture à lui, parce que tu penses qu'il va avoir un accident, et que du coup, tu vas toucher l'argent de l'assurance. C'est exactement la même chose. Et là, ça devient encore plus tordu avec le dernier, les CDO synthétiques. En gros, si vous pensiez que les CDO étaient complexes, regardez ça. Les CDO synthétiques, eux, ils étaient même plus basés sur des prêts réels. Ils étaient basés sur ces fameux CDS, ces fameux crédits default swap, ces fameux contrats d'assurance. En fait, plutôt que de regrouper des vrais prêts hypothécaires, les banques, elles regroupaient des paris sur ces prêts, les fameux CDS de la voiture du voisin, et elles faisaient un gros paquet de CDS et elles créaient un produit financier. Donc littéralement, c'était un produit
qui ne contenaient rien de réel. C'était simplement des paris sur des prêts. Mais c'est pas tout parce que, bien sûr, elle découpait encore ses CDO synthétiques en tranches avec différents niveaux de risque, comme avec les CDO classiques. Et là encore, même les tranches les plus risquées, elle recevait parfois des notes de fou des agences de notation, des fameux AAA. Donc tu avais des produits qui étaient remplis de paris sur des prêts pourris, mais qui avaient toujours des notes très élevées, et les investisseurs les achetaient. Bah ouais, c'est bien noté, le mec. On va pas cracher dessus. Tout le système reposait sur cette illusion de sécurité. En fait, tout se base sur la corruption. Si les agences de notation, parce qu'elles ont vu que c'était des produits de merde, elles avaient mis une note qui était indépendante, qui était... si elles n'avaient pas pris leur pot de vin, on se serait rendu compte de la douille. Sauf que là, on se dit, mais c'est trop bien noté. C'est bon, on y va. Et donc, on crée une sorte d'énorme pyramide. Les CDO synthétiques reposent sur les CDS. Les CDO reposent sur les MBS. Encore une fois, on s'en fout si vous n'avez pas retenu exactement ce que c'est. Mais au final, tout repose sur une chose. Sur le fait que les gens remboursent ou non leur crédit. C'est ce qu'on appelle empiler du risque. Mais si la base s'effondre, tout le reste s'effondre. Et il ne faut pas oublier que tous ces produits n'étaient pas vendus qu'aux États-Unis. Des milliers de banques, des fonds de pension, d'entreprises et d'institutions à travers le monde entier en avaient dans leur portefeuille. Ce qui a fait que la crise, elle s'est aussi propagée à l'international. À partir de fin 2005, début 2006, on commence à voir que le taux de défaut sur les crédits hypothécaires des ménages, il augmente. Les gens ont du mal à rembourser, de plus en plus de mal. Mais jusque-là, personne ne faisait vraiment gaffe, en vrai. C'est que le 7 février 2007 qu'on voit les premiers signes apparaître. HSBC, 7e plus grosse banque du monde, annonce une petite perte de 10,5 milliards de dollars liée au subprime. Dans les jours qui suivent, le marché corrige de 5%, mais bon, rien de spectaculaire, il continue sa hausse et il ignore même le deuxième indice, qui est la faillite de New Century Financial, l'un des plus grands prêteurs hypothécaires subprime aux États-Unis qui fait faillite. Ça pue. Là, ça pue. Mais bon, ok, c'est pas très grave. Et on arrive en juillet, on était en février, hein. Là on arrive en juillet, et la banque d'investissement Bear Stearns a annoncé des pertes sur 2 de ses fonds liés au subprime. Et le marché commence à réaliser que là ça sent vraiment pas bon pour le coup. En même temps, c'est pas des petites pertes. Il y en a un qui a perdu 91% de sa valeur et l'autre qui a perdu littéralement 100%. Ça a bien secoué le marché. Le S&P chute de 11% dans les semaines qui suivent. Et beaucoup de monde commence à se rendre compte de la poudrière qu'était le marché des subprimes. Surtout que plusieurs banques commençaient à sérieusement être dans la merde. Raison pour laquelle la Fed a très vite réagi en injectant des dizaines de milliards de dollars dans le système interbancaire pour éviter une crise de liquidité. Et le pire, c'est que ça a marché. Le marché rebondit et le marché va même chercher des nouveaux sommets 2 mois plus tard. Bah ouais, c'est bon. Ça y est, c'est passé en fait. Bon, ok, il y a 2-3 mecs qui n'ont pas remboursé, mais c'est bon, c'est fini, regardez le marché. Mais quand je vous dis que ça a marché, je veux surtout dire que ça a calmé le marché. Le problème sous-jacent, il était toujours là. Des centaines de banques avaient investi massivement dans les subprimes et elles se sont retrouvées avec plus rien. Et Bear Stearns, qui est la banque qui a perdu ses 2 fonds quelques mois plus tôt, elle s'est retrouvée dans une énorme crise de liquidité. Et si cette grande banque elle fait faillite, ça risque de créer un effet domino sur les autres banques et ça risque de provoquer l'effondrement total du système financier américain. C'est le fameux too big to fail. Du coup, la Fed a approuvé un prêt d'urgence pour éviter la catastrophe. Elle a aidé JP Morgan à racheter Bear Stearns en prenant en charge presque 30 milliards de dollars d'actifs très douteux qui étaient liés au subprime. Et sur ce coup, on est vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe. Et même si Bear Stearns s'est fait sauver par la Fed, le problème il était toujours là. Ce qui fait que quelques mois plus tard, on arrive au point culminant de la crise. Le 15 septembre, Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques d'investissement américaines, qui a été créée en 1850, elle déclare faillite. Elle aussi, elle était surexposée au subprime, et elle aussi, elle était à court de liquidité. Mais cette fois, la Fed, la banque centrale américaine, elle a refusé d'intervenir. Elle voulait quand même faire comprendre aux banques qu'elles ne pouvaient plus faire n'importe quoi et s'attendre à être sauvées à chaque fois. Le truc, c'est que ça a envoyé un grand message. Et ça a créé une panique totale. Les bourses du monde entier se sont effondrées et énormément de banques se sont retrouvées avec un gros manque de liquidité. Pourquoi ? Parce que les banques,
Elles se prêtent de l'argent entre elles à travers le système interbancaire. Lehman Brothers a une énorme dette envers JP Morgan, qui a une énorme dette envers la BNP, qui a une énorme dette envers UBS, etc., etc. Sauf que si Lehman Brothers ne peut plus rembourser JP Morgan, ça crée un trou dans le bilan de JP Morgan, qui fait qu'elle ne pourra pas rembourser la BNP, ce qui crée un trou dans le bilan de la BNP, et ainsi de suite. C'est expliqué de manière très simplifiée évidemment, mais c'est la raison pour laquelle les banques du monde entier ont été touchées, et pourquoi autant de banques ont fait faillite. En plus de ça, la plupart d'entre elles ne voulaient plus prêter d'argent après ça, par peur de ne plus pouvoir se faire rembourser. Et c'est là qu'a essayé d'intervenir le TARP, le Troubled Asset Relief Program, qui a été lancé le 19 septembre 2008 par le gouvernement américain pour essayer d'empêcher cet effondrement total du système financier. Le principe du TARP était très simple. Le gouvernement injecte 700 milliards pour sauver les banques. L'idée, c'était de retirer des bilans des banques les actifs toxiques liés au subprime. Ces actifs, ils avaient tellement perdu de la valeur que les banques, elles pouvaient juste plus les vendre. Et ça menaçait de les faire couler. En rachetant ces actifs, le TARP, il a permis d'alléger les bilans des banques et de leur redonner un tout petit peu d'oxygène pour éviter de sombrer. Finalement, le TARP, il n'a pas seulement servi à acheter des actifs toxiques, il a aussi été utilisé pour recapitaliser directement certaines banques qui étaient en difficulté. Concrètement, le gouvernement injectait de l'argent frais en échange d'actions dans ces banques. Ça a permis de stabiliser les institutions financières. Par exemple, des banques comme Citigroup, Bank of America, qui étaient au bord du gouffre, elles ont reçu des milliards comme ça de l'État pour éviter la catastrophe. Et en échange, l'État américain devenait actionnaire de ces banques, avec l'espoir que cet argent serait remboursé une fois la crise passée. Au final, le TARP, il a vraiment permis d'éviter quelque chose de très 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 grave. Même si on a eu le droit à une récession quasiment mondiale. Mais beaucoup se demandent si ce fameux TARP, cette fameuse aide, elle n'est pas arrivée un petit peu tard. Pourquoi sauver Bear Stearns? Et pourquoi laisser couler Lehman? Pour ensuite injecter 700 milliards dans les banques? Ça n'a pas de sens. Mais d'un autre côté, la décision de la Fed, elle se comprend. Les banques prennent des risques absolument inconsidérés, en se disant que quoi qu'il arrive, l'État va les sauver avec l'argent du contribuable. Mais ce système, il est ni sain ni durable. Et au final, cette crise, elle a eu de grosses répercussions sur les États-Unis et sur le reste du monde. Le FMI estime à 4 000 milliards de dollars les pertes liées à cette crise. 8,7 millions de personnes ont perdu leur emploi rien qu'aux États-Unis. 6 millions se retrouvent à la rue. 465 banques ont fait faillite et des milliards de dollars d'épargne américaine se sont envolés dans la faillite des banques. La crise financière a laissé des cicatrices très profondes dans l'économie mondiale. Après l'effondrement des subprimes et après la faillite de Lehman Brothers, on est entré dans une décennie d'austérité pour beaucoup de pays, surtout en Europe. Les gouvernements n'avaient juste pas le choix. Ils ont dû imposer des coupes budgétaires pour tenter de stabiliser leur économie. Le problème, c'est que pour sauver les banques et pour relancer l'économie, ils ont dû s'endetter massivement. Et résultat, la dette publique, elle a explosé. Et aux États-Unis, la crise, elle a révélé des dysfonctionnements dans la régulation des banques et dans les marchés financiers. Le système était clairement très mal géré, ça a poussé à la mise en place de la loi Dodd-Frank en 2010, où l'idée de cette loi, c'était juste de renforcer la supervision du secteur financier et de dire les mecs, arrêtez de faire nimp, surtout les banques. Mais cette période, elle a quand même laissé un goût amer. Là, on s'est vraiment rendu compte que c'était littéralement les banques qui avaient fait n'importe quoi. Et qui avaient plongé l'ensemble de l'économie mondiale, et certains Américains qui n'avaient, pour la plupart, rien à voir avec ce fameux jeu capitaliste dont les banques ont tiré les ficelles au chômage, voire dans des situations plus compliquées. Donc la méfiance envers les banques, elle est restée. Et beaucoup de monde a constaté que la crise, elle avait exacerbé les inégalités économiques. Les banques avaient été sauvées, mais les citoyens ordinaires ont été laissés pour compte. Et c'est quand même là que tu te rends compte que dans notre situation et dans notre période, personne ne va venir nous sauver, nous. C'est pour ça que c'est très important de prendre le contrôle de ses finances, de savoir à peu près ce qu'on fait, de savoir à peu près où on va. Parce que les banques peuvent faire littéralement n'importe quoi et le gouvernement va leur donner 700 milliards. Nous, on fait n'importe quoi, on perd. Et vraiment, comprendre la situation dans laquelle on est, je pense que c'est extrêmement important. Et se rappeler de ce qui s'est passé il y a 20 ans de ça, même pas, moins de 20 ans de tout ça. Évidemment que ça pourra se produire dans 10 ans, dans 20 ans sur un autre secteur. Évidemment. Et c'est pour ça que vraiment essayer de comprendre le fonctionnement de cette grande machine économique et financière, au moins les balbutiements de ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important dans notre vie actuellement.
C'était la crise des subprimes. J'espère que cet épisode vous a plu, un petit peu technique. Je sais qu'il y a beaucoup de produits financiers, etc. Après, on est obligé de traiter certains détails pour rentrer dans quelque chose de précis. Sinon, tu dis juste qu'il y a des crédits immobiliers qui sont empilés et qu'on a créé du risque et que c'est pas l'idée. Mais j'espère quand même que tout ça vous a plu. Sur YouTube, on a essayé de vous mettre quelques illustrations de temps en temps pour que si vous avez envie de regarder la vidéo, si vous êtes sur les plateformes de streaming, c'est dans la description, le lien de la chaîne YouTube où il y a la vidéo avec moi qui parle, pour que vous puissiez un petit peu comprendre. C'est pas une vidéo YouTube où ça va être vraiment très expliqué avec beaucoup de rythme, etc. Mais on s'est dit que rajouter un petit peu d'illustration, ça pouvait être sympathique. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast sur la crise des subprimes. S'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit 5 étoiles sur les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Apple Podcasts, ça nous aide énormément. Et de nous dire dans les commentaires si jamais il y a d'autres sujets que vous aimeriez traiter. Merci beaucoup, c'était Yeril. Ciao les potes.